Voilà, donc c'est un des cafés typiques de Carouge, c'est sympa. Dont tu es un habitué. Absolument. Solal Aronovitch revient. Oui. Augmenté, j'ai envie de dire, d'un nouveau personnage, c'est l'histoire. L'histoire avec un grand H, une grande H, comme disait Pérec. C'est quelque chose qui était conscient en écrivant? Non, enfin en écrivant oui, c'était pas prémédité dans le sens où je me suis laissé surprendre par, comme tu dis, par l'histoire en cours d'écriture. J'étais d'abord parti dans une direction, c'est celle du début avec tout ce qui se passe à la Fondation Bonne Mère, et puis ensuite l'été dernier il y a eu la guerre de Gaza, et c'est quelque chose qui m'a heurté, qui m'a bousculé, qui m'a fait beaucoup réfléchir, et ouais, qui a creusé une espèce de trou comme ça à l'intérieur de moi, et puis ça m'a beaucoup nourri, ça a beaucoup alimenté la suite de l'écriture. Alors oui, disons que l'histoire s'est invitée dans ce troisième volume. Quand on voit Holocauste, on ne pense pas immédiatement à Gaza, disons. Non, à partir du moment quand le conflit a commencé, j'ai vu tout cette espèce de ralliement instinctif, spontané pour soutenir la Palestine contre Israël. Et puis moi, je me suis retrouvé là-devant et je me suis dit, mais mon Dieu, c'est vrai, bien sûr. Ce qui se passe, ce qui arrive en ce moment en Palestine, c'est terrible. Et c'est normal de s'inscrire en faux la contre. Et en même temps, je me sentais totalement incapable. Pour moi, c'était impossible de relayer tout ce qui allait contre Israël. C'est ça pour ça que je parle d'une fosse, d'un trou en moi. Je me suis dit, voilà, c'est comme si j'étais pris entre deux choses irréconciliables. Et l'idée de l'Holocauste, ça m'est venu comme ça, parce que par le biais du traitement de manière absurde et humoristique que je fais dans le livre de ce conflit, c'est une manière que j'ai aussi de traiter du judaïsme de Solal, qui pour l'instant était très, très à l'écart. Dans les deux premiers livres, il se fait traiter de sale juif, etc. Ça le fait plutôt rigoler, il réagit de manière un petit peu outrancière, il se bagarre, etc. Mais ça ne le touche pas plus que ça. Tandis que là, la question des origines, c'est au cœur de ce qui motive toute l'action de Solal. Ça a l'air primordial, et c'est vrai qu'on... L'histoire, je dis l'histoire s'invite, non pas au sens où c'est un exposé historique, mais on a ces nouveaux messieurs qui arrivent, on sent une teinte moyen-orientale, on a ces références à la Deuxième Guerre mondiale, on a l'impression que l'Holocauste et le conflit israélo-palestinien cohabitent finalement dans une espèce de même terreau littéraire. Et il y a une scène, moi, qui m'a énormément touché, c'est cette scène finale où Solal brise, je crois, un miroir, ou met plusieurs miroirs ensemble et se retrouve lui-même reflété 6 millions de fois. Dans un premier temps, je n'avais pas prévu de finir le livre comme ça. Il y avait une autre fin qui était prévue. Et puis j'ai eu cette idée un petit peu in extremis de mettre quelque part Solal face à lui-même, face à ce qu'il avait fait, et puis face à sa relation justement à l'Holocauste, dans le sens où dans cette scène finale, tous ses amis qui viennent de se convertir au judaïsme sont morts, c'est à cause de lui qu'ils sont morts, et puis donc il se retrouve devant une sorte entre guillemets, de mini-génocide. Et donc là devant, lui qui voulait devenir protestant, il se dit bon, mon devoir, c'est de dire la prière des morts. Or, pour dire la prière des morts, il faut que 10 hommes soient réunis. Il est tout seul. Et donc, il utilise des miroirs dont on parle dans le livre à quelques reprises auparavant pour que son image soit reflétée. Et puis, de manière à faire aussi justement un jeu de reflets avec une des citations qui est en exergue au début du livre, où je parle justement de tous les tués de la Shoah. Je parle de 6 millions. Cela est reflété une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, 6 millions de fois. Et donc, il devient quelque part le réceptacle et l'image de tous les morts qui ont été tués pendant la Shoah. Dans ce troisième tome, donc la question juive, si j'ose dire, la question du judaïsme revient en force. Pourquoi, j'ai envie de dire, pourquoi dans le troisième? Pourquoi est-ce que dans le premier c'était allusif? Parce que j'imagine que c'est pas devenu important tout d'un coup pendant le conflit israélo-palestinien, cette interrogation sur la religion. Quand j'ai écrit le premier volume, honnêtement, j'avais pas vraiment en tête que j'allais en faire 3. Mais dès que j'ai commencé à écrire le deuxième, je me suis dit oui, c'est bon, je vais continuer sur 3, ça me plaît. C'était de faire deux livres qui fonctionnent comme un diptyque, qui sont articulés ensemble, et un troisième qui serait vraiment à part. Alors, comme il est écrit à la troisième personne, donc c'est une manière d'introduire un décalage. Et puis ensuite, ma foi, c'est vrai que si d'entrée de jeu, Solal, c'est un personnage qui est plutôt, on va dire,
une forme de, c'est de la jubilation, c'est du plaisir d'écriture, c'est un peu un côté sans vergogne de faire, d'écrire ce qui nous plaît. Il y a quand même aussi quelque chose qui me travaille aussi un petit peu, je dois reconnaître. Et puis c'est aussi un peu malgré moi, parce qu'on m'a posé des questions, on m'a demandé des choses qui m'ont un petit peu fait réfléchir aussi sur mon rapport à l'écriture, mon rapport à ce personnage, qui sont revenus naturellement dans ce troisième. Et puis comme j'avais décidé que ce serait le dernier, il y a aussi une forme de pression, je ne pourrais pas en dire plus. Oui, parce que dans ce dernier, on entre tout de suite plus, j'ai envie de dire plus sérieusement. Enfin, dans le premier, on commençait par cette espèce de meurtre dans un supermarché. Là, on ouvre le livre, on tombe déjà sur une citation de Faurisson qui est mise là de manière ironique et en dénonciation, on le sent bien, mais ensuite on commence directement dans quelque chose d'assez, pas lourd au sens péjoratif, mais assez, en tout cas assez prenant. Il y a un parallélisme entre le premier et le troisième dans le sens où il y a une scène inaugurale, on va dire, de meurtre. Une femme que Solal déteste est tuée. Il y a un côté libératoire et jubilatoire dans le premier, mais dans le troisième, il y a cette mise à mort qui a lieu. Et puis, en fait, ça met Solal face à quelque chose que je trouve qui est assez intéressant. Il a été victime de cette personne, il en devient le bourreau. Et c'est pas une moquerie, elle dit la vérité quand elle lui dit « Mais tu sais, Solal, moi aussi je suis juive ». Il y a une forme du coup de parallélisme et ça donne, je trouve, quelque chose tout de suite de plus profond parce que quand Solal, il entend ça, il la tue d'entrée de jeu et ça met fin au supplice. Et donc, quelque part, quand il y a ce juif qui tue cette juive, je trouve que ça le met en situation de danger et puis ça révèle un autre aspect de sa personnalité, l'histoire douloureuse qu'il a en lui. Et quand tu disais justement que c'est la grande histoire qui s'invite dans le livre, mais il y a aussi la petite histoire. Oui, et puis il y avait d'autres petites histoires de toute façon, parce que l'histoire était déjà présente. Je pense à l'histoire genevoise, mais c'est vrai que souvent il arrive que les rues, les places publiques, les lieux-dits soient explicités, soient mis en perspective historique. Donc l'histoire était déjà un composant fondamental des deux premiers. Oui, alors les aventures de Solal se passent à Genève, c'est revendiqué haut et clair, il n'y a pas de... Mais dans le troisième volume, il y a un petit jeu auquel je me suis livré là-dessus, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les personnages de Solal se promènent dans Genève et puis ils redonnent leur ancien nom à toutes les rues du centre-ville. Il y a toute une partie du centre-ville autour du bourg de Four à Genève, qui était un petit peu le quartier entre guillemets chaud de l'époque, où il y a différentes rues, où il y avait des prostituées, comme par exemple maintenant la rue Étienne Dumont, c'est la rue des Belles-Filles, la rue Chausecoq, c'était la rue Chauscon, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'était l'impasse du Vieux-Bordel. Voilà, oui, c'est moins imagé déjà. Ouais, c'était très clair, ça voulait dire ce que ça voulait dire. Et donc, férus qu'ils sont dits d'histoire genevoise, Solal et ses amis vont changer les plaques des rues et remettre les anciens noms à leur juste place. Si on parlait du style, il y a quelque chose que moi je trouve assez intéressant, même franchement intéressant, c'est le côté antiréaliste. Alors je ne veux pas dire que c'est un manifeste antiréaliste, mais on sent bien qu'il y a une espèce de mépris du réalisme. C'est vrai que dans les aventures de Solal, la question du réalisme, c'est quelque chose qui passe pas au premier plan quand j'écris. Et puis l'hyperbole aussi, le côté ils se prennent des coups de poing à répétition, des coups de toutes sortes de choses, ils sont sanguinolents et ont le cerveau qui dépasse à moitié, mais ils continuent. Là, on n'est pas dans quelque chose de purement médical ou de purement réaliste. Non, alors c'est intéressant que tu parles d'aspect médical des choses parce que c'est vrai que pour les 3 volumes, à chaque fois, je me suis pas mal renseigné sur ce qu'on peut faire ou pas faire avec le corps humain. Donc, j'ai téléphoné à des copains qui sont médecins. Je leur ai dit voilà, dans mon bouquin, il y a ça qui va se passer. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Qu'est-ce qui se passe si on arrache telle ou telle partie du corps? Donc, je me suis pas mal documenté là-dessus pour en même temps donner une assise entre guillemets médicalement solide. Mais en même temps, c'est clair que la trilogie, elle a son propre réalisme ou son propre surréalisme. C'est-à-dire qu'il y a un fonctionnement qui veut qu'effectivement, on peut se faire arracher le cœur, et puis c'est comme ça. Dans les contes, par exemple, il y a des événements qui relèvent du surnaturel qui se passent, et puis c'est comme ça. Il n'y a pas vraiment de raison de s'en étonner. Et puis Solal, on lui arrache le cœur, on le remplace, et puis parfois ce sont des choses qui arrivent, ça fait mal, mais on fait avec. Ce qui rend le côté documentaire et historique d'autant plus intéressant, puisqu'on n'est pas seulement en train d'essayer, comme souvent dans une certaine catégorie de polar, par exemple, de rendre simplement un milieu crédible pour ensuite amener des personnages qui sont réels. Au fond, là, la construction historique, elle semble plutôt vraiment soit émaner des personnages, soit les magnifier, mais sans vouloir les inscrire dans un cadre particulier. Ce que je voulais, c'est vraiment que cela, il ait son cadre à lui, son mode de fonctionnement à lui, et puis à l'intérieur de ça, créer toute une série de petits décalages. Et puis en même temps, il y a des choses auxquelles Solal est confronté. Par exemple, pour revoir son fils qu'il n'a pas vu depuis longtemps, il doit avoir une assistante sociale. Et ça, c'est terriblement terre-à-terre réaliste. Donc j'aimais bien cette idée de créer des décalages. On a ces phrases très longues, on a ces phrases même parfois sans fin, où ça continue, puis s'il y a des éléments intercalés, des espèces de périodes qui s'entassent pas du tout de manière anarchique, au contraire, mais de manière hyperbolique, comme ça, qui rend
parfois un petit peu, peut-être un peu difficile d'accès? Non, il n'y a pas de volonté de restreindre l'accès, mais c'est clair que la première chose à laquelle j'ai pensé, je pense, quand j'écris les aventures de Solal, je dois reconnaître, c'est vrai que je pense à moi et au jeu que j'ai envie d'entretenir avec le texte et que j'ai envie de mettre en place. Et c'est vrai que ensuite, avec le recul, je comprends bien que ça peut, simplement, certains lecteurs ont envie juste de poser le livre parce que les phrases sont trop longues, parce qu'il y a des notes en bas de page. Ça me fait plaisir, je trouve que c'est assez amusant et je comprends que, voilà. Non, puis ça colle avec la personnalité du personnage, avec ce Solal qui est lui-même en exagération perpétuelle, qui grandit les choses, il y a quand même un truc, un rapport entre l'écriture et puis le côté, l'intimité du personnage. Oui, je trouve que vraiment il y a un tout assez cohérent entre la nature du personnage et la manière dont c'est écrit. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une petite envie de provocation? C'est pour ça que je parlais d'anti-réalisme et non pas d'irréalisme ou de... Parce qu'on est quand même dans une période où on porte au pinacle, en tout cas beaucoup d'écrivains pratiquent la phrase courte. Le côté hyper réaliste trash, et puis en même temps, voilà, des personnages souvent documentés, même d'un point de vue psychologique. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là une envie de provoquer, de jeter un pavé dans la mare et de dire bah, moi je vais pas faire comme ça? Alors, pas forcément de provoquer, mais c'est clair que ce qu'il y avait avant tout, c'était le plaisir de créer une espèce d'objet à la fois humoristique, absurde, à la fois cohérent et incohérent et provocateur. Mais je ne suis pas quelqu'un de fondamentalement provocateur. Je n'ai pas envie de dire aux gens, voilà, regardez ce que j'ai écrit, mais simplement... Non, mais par provocation, je n'entendais pas forcément le je vous emmerde, mais une envie quand même de s'imposer, ou de montrer autre chose de la littérature, de dire, bah voilà, vous faites vos trucs réalistes, trash, phrases courtes. Moi, j'aurais envie de faire quelque chose de complètement différent, même si c'est pas le modèle dominant. Non, alors justement, et c'est là où je veux vraiment remercier beaucoup mon éditrice parce qu'elle a accepté un bouquin qui, peut-être a priori, aurait pu ne pas du tout fonctionner, mais vraiment, il y avait cette idée de faire, je fais uniquement ce qui me plaît. Oui, absolument. Bon, c'est toute la ligne, même la ligne Houellebecq, j'ai envie de dire d'écriture blanche, d'écriture accessible, d'écriture universelle, comme on l'apprend, presque comme on l'apprend à l'école. Là, il y a une envie vraiment plutôt côté Goncourt, une écriture quand même plus travaillée, artiste. Après, est-ce que c'est dire merde au lecteur? Bah, ça, c'est à toi de... Non, c'est pas du tout dire merde au lecteur, mais c'est clair que c'est un objet de plaisir. Moi, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à l'écrire, même si le troisième volume, ça m'a beaucoup fait souffrir. Et c'est clair que c'est pas consensuel. C'est vrai que c'est un texte dans lequel on peut s'égarer, mais voilà, il a été écrit dans le plaisir. C'est cette idée de déconnecter des points de repère dont on a l'habitude, le côté justement réaliste, le côté, on sait vraiment à quoi s'en tenir par rapport à tel personnage. D'ailleurs, en définitive, j'ai pas vraiment l'impression que Solal soit un personnage, je le vois plutôt comme une sorte de figure. C'est quelque chose d'étonnant parce que dans la peinture ou dans les arts plastiques, on a l'impression qu'on va vers toujours plus d'abstrait, de conceptuel. Et dans la littérature, on a l'impression qu'on revient à quelque chose d'extrêmement figuratif, de réaliste. C'est vrai on vit à une époque, on publie de plus en plus de livres, mais où la durée de vie d'un livre est de plus en plus courte. C'est clair qu'un livre, chez les grands éditeurs en tout cas, il reste en librairie peut-être 2 mois maximum, puis après c'est fini. Donc il faut qu'un livre soit un objet, disons, facile. Et je pense que l'immense chance qu'on a dans le petit bassin littéraire roman, c'est d'avoir affaire à de nombreux... Il y a pas mal d'éditeurs, et puis des éditeurs qui sont d'accord de sortir des livres qui leur plaisent avant tout, et dont ils savent que peut-être, ma foi, la réception critique ou publique ne sera pas forcément bonne, mais qui estiment que ces livres, on doit les donner à lire. Santé à la bactérie. On parlait d'un livre, en guillemets, difficile ou exigeant, mais en même temps, la presse a été quand même unanime. Oui, c'est vrai que je suis vraiment très, très content de la réception critique des livres et en particulier de celui-ci. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'articles très, très, très élogieux. Non seulement élogieux, puis pas mal d'articles qui allaient pas mal au fond des choses, avec des critiques assez élaborées. Mais je pense aux Nouvelles-Listes, à la Tribune, entre les lignes, il y a 2 semaines. Donc c'est quelque chose, des critiques qui vont au fond, mais aussi qui sont en même temps assez diverses. Dans des médias différents. Enfin, donc on aurait pu avoir l'impression que c'est quelque chose qui est destiné à un cercle restreint, mais en fait, visiblement, c'est quelque chose qui plaît à l'ensemble des acteurs. C'est vrai que Solal Aronovitch est un personnage qui est très contrasté, il y a beaucoup d'ambivalence, explosion de puissance, beaucoup de fragilité. Il peut plaire un petit peu partout. Le fait que les histoires se passent
à Genève, enfin dans des lieux qu'on peut reconnaître. Ça peut intéresser. Il y a des personnages culturels genevois, comme par exemple Jacques Berchtold ou bien Charles Mellard, qui sont à l'insu de leur plein gré, enfin non, je leur ai pas demandé leur avis, mais qui sont invités. La Delphia, par exemple, ou les francs-maçons de Genève. Enfin, ça a été le thème de l'article de Marianne Grosjean dans la Tribune de Genève, qui était C'est juste. Et là, t'as reçu des lettres de protestation, Rien du tout. de gens. Bah, c'est sympa, on comprend. Si on sait lire, on arrive à comprendre qu'il y a un côté très ironique, et humoristique et satirique. Mais est-ce que la critique entre guillemets à l'adresse de la Delphia était totalement gratuite et infondée. C'est les meilleurs. Mais absolument, c'est vraiment. Mais ça, c'est un peu. Il y a le côté un peu. C'est vrai qu'il y a un côté un peu intello chez Solal, puis en même temps un côté vraiment, comme certains journalistes l'ont dit aussi, étudiant bourré. Et oui, c'est vrai qu'il y a un côté un peu potache, en dessous de la ceinture. Et puis j'ai envie d'écrire ça, j'écris ça. Quoique, j'allais dire, c'est juste en bas de page, mais souvent dans les notes en bas de page, c'est là qu'il y a peut-être les éléments les plus essentiels ou bien les plus importants. En plus acerbe souvent aussi. En particulier dans ce volume-là, effectivement. Et donc pas de lettres de protestation pour l'instant, pas de procès. Pas de procès. Alors j'avais un peu des craintes par rapport au titre parce que j'ai pas mal hésité sur le. Enfin non, j'ai pas hésité sur le titre, mais mon éditrice a hésité sur le titre parce que quand elle l'a annoncé à différentes personnes, on lui a dit mais attention, c'est risqué, etc. Donc du coup, elle m'a fait part de cette inquiétude. Donc on a rapidement réfléchi sur le titre et puis j'ai demandé à plusieurs personnes, bibliothécaires, journalistes, libraires, ce qu'elles en pensaient. Et puis en même temps, c'est quand même aussi une réflexion sur le judaïsme, sur l'Holocauste. Enfin, c'est pas un pamphlet. Non, voilà, mais c'est clair que le titre peut éventuellement induire un petit peu en erreur, mais je pense qu'il est très honnête parce qu'à partir du moment où j'ai eu l'idée du titre, le livre s'est écrit extrêmement rapidement, de manière dense, de manière fournie, et il est en adéquation, il est raccord avec ce qui se passe dans le livre. C'est bel et bien un holocauste dont il est question. Oui, puis cette échelle, elle est sublimée. Quand il se retrouve 6 millions de fois à la fin, c'est pas un chiffre trouvé au hasard, c'est pas la loterie romande. Non, c'est pas la loterie romande. Effectivement, c'est pas un chiffre trouvé au hasard. Une approche de la question de l'identité juive qui est assez personnelle, qui est la mienne. Et assez novatrice aussi. Alors, c'était pas forcément le but, mais peut-être qu'elle l'est, effectivement. Disons que ce qui est important dans le livre, c'est que donc le nom de Solal Aronovitch, il me vient donc du Solal d'Albert Cohen. C'est la tradition juive littéraire. Et puis l'Aronovitch, c'est le nom de jeune fille de ma grand-mère. Et donc, les mettre les deux comme ça ensemble, c'était réunir littérature et histoire familiale. Et justement, dans le livre, j'ai dû j'ai dû me renseigner un petit peu là-dessus, Solal se rend à un moment donné dans le cimetière israélite de Genève. Et il est intéressant de relever que ce cimetière israélite, pendant longtemps, a été le seul cimetière dans lequel les Juifs pouvaient se faire inhumer suivant les rites. Et il a ça de particulier, c'est que l'entrée du cimetière se situe en Suisse, mais que les tombes, elles sont en France. Donc quelque part, ça voulait dire que quelque part, il n'y avait pas de Juifs inhumés en Suisse. Ils étaient à l'extérieur. Et Solal se rend dans le cimetière à la fin et puis il va rendre hommage à Albert Cohen puisqu'il est enterré là-bas. Et en chemin, il croise le jeu, il y a un petit jeu dans le bouquin, qui lui rend hommage à la famille Aronovitch. Dans l'écriture, on a parlé de l'écriture, de toutes sortes de moments plus ou moins conscients, on a envie de faire quelque chose, des fois ça vient a posteriori, on s'en rend compte un peu plus tard. Maintenant, après, quand on sent comment quand on sort d'un cycle comme ça de 3 bouquins? Alors, c'est une bonne question. C'est vrai que j'ai rendu le bouquin est sorti fin août. Je l'avais plus ou moins terminé fin février, début mars. Ensuite, il y a eu des retouches, etc. Mais ça veut dire qu'il y a eu toute une période. Alors bon, ça peut pas sembler extrêmement long, mais pendant laquelle je me suis senti assez désœuvré. Je travaille à temps partiel pour avoir le temps d'écrire. Donc, c'est un investissement en temps, en énergie, en émotion qui est assez énorme. C'est des heures qui sont très intenses quand j'écris. Donc, je me suis retrouvé. Il y a un petit côté dépression post-coïtale quand on sort, j'imagine, de. Alors, il y a vraiment un moment de vide. Et puis, j'ai vraiment essayé de le combler. Et c'est vraiment des mois pendant lesquels j'ai été extrêmement prolixe. J'ai pas arrêté d'écrire. J'ai beaucoup trop écrit. C'est parti dans tous les sens. Donc, j'ai des amorces de romans qui sont partis dans plusieurs directions à la fois. Alors, peu à peu, j'ai réussi un peu à juguler ça. Donc, il y a différents projets qui sont en cours de route. Avec Solal? Plus de Solal? Alors, pour être très honnête, il y a un 4e Solal qui est en cours d'écriture et que je publierai peut-être une fois, mais dans longtemps, qui ne sera une sorte peut-être de véritable adieu à Solal, mais c'est pas pour tout de suite, mais j'en ai écrit une partie. Oui, parce que d'écrire après l'Holocauste, son mauvais jeu de mots, c'est quand même pas facile. Enfin, je veux dire. C'est vrai que c'est pas facile, donc je me laisse le temps de la réflexion. Sinon, j'avais eu un petit peu c'est le côté un peu série télé, j'avais l'idée d'une sorte de spin-off et de garder un personnage de Solal. Et puis bon, finalement, je trouve que c'est trop
c'est trop collé, il faut savoir se détacher. Donc j'ai gardé cette idée de personnage, mais je vais en faire autre chose. J'ai une idée d'un roman noir qui se passe à Genève, mais qui serait un roman plutôt tourné vers de l'action pure comme ça. Et puis sinon, j'ai écrit un petit texte dans un atelier d'écriture qui a été donné par Philippe Jean à la Maison Rousseau de la littérature. Au printemps, qui sera publié l'année prochaine, une petite réflexion sur les rapports entre auteur et personnage. Enfin, courte réflexion, c'est ambitieux comme ça. Ouais. Donc, une petite du histoire. nouveau, donc Florian Voilà. s'arrête pas à Florian Aiglin, tu t'arrêtes pas à ta trilogie. Ce qui est bien, c'est vrai que c'était le risque. Moi, je me suis dit, mais il a écrit cette trilogie. Après, qu'est-ce qui va venir? On a ici le dernier tome, Holocauste, paru aux éditions La Bâconnière. Oui. Alors, je voulais te présenter un auteur et un bouquin. C'est ses œuvres en Quarto Gallimard. Donc, du coup, il y a un peu tout ce qu'on, j'allais dire tout ce qu'on veut, en tout cas tout ce que je veux. Je sais pas si tu connais George Steiner. Écoute, de nom seulement, mais sinon, j'ai jamais lu, non. C'est un intellectuel, je crois, né en Allemagne, exilé en France, puis exilé aux États-Unis, puis revenu en Angleterre. Un intellectuel juif, donc qui a fui la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Des pages sur Shakespeare qui sont à tomber, sur Corneille, sur Racine, sur Schoenberg, des choses extrêmement différentes. Et il y a un texte qui s'appelle Dans le château de Barbe-Bleue et qui est extrêmement intéressant et qui analyse les rapports entre culture et barbarie. On entend, avec les récents attentats, qu'au fond, il faut s'élever contre la barbarie par notre culture, la musique, sortir en terrasse, faire de l'art. Lui, il pose la question suivante, c'est-à-dire que l'Holocauste, le titre de ton livre aussi, a eu lieu en Allemagne, dans un des pays les plus avancés, les plus culturels du monde, d'Europe, et un pays dans lequel les bourreaux pouvaient, après avoir massacré toutes sortes de gens pendant la journée, écouter Schubert, aller à un récital de Schumann, participer à des activités hautement culturelles. Et c'est le problème qu'il pose, ça le taraude. Il en parle de manière extrêmement précise, de manière extrêmement personnelle aussi, puisque ça le touche immédiatement. Et je pense que c'est vraiment un auteur à découvrir, un universitaire qui est pas chiant, qui est pas pédant, qui peut l'être parfois, mais par maladresse, parce qu'on sent qu'il y a une telle culture derrière que c'est pas juste de la pédanterie gratuite. Et je pense en tout cas qu'il faut vraiment relire George Steiner aujourd'hui. Ok, oui. Et pour commencer, il y a les œuvres en Quarto Gallimard. Il y a aussi ses entretiens avec Laura Adler qui s'appelle Un long samedi. C'est 200 pages et je pense que c'est une excellente introduction à son œuvre. Ok, ouais, super, merci. En tout cas, ce que tu dis, cette histoire de barbarie, c'est très intéressant parce que c'est vrai que on oppose toujours barbarie et civilisation. Et ce que tu dis ce que Steiner dit visiblement sur le fait que l'Allemagne était un pays extrêmement, imprégné totalement de culture. On le disait aussi avant de l'Allemagne, avant la Première Guerre mondiale. C'est tout à fait vrai. Donc on peut en venir à se demander si finalement il faut vraiment opposer barbarie et civilisation. Oui, parce qu'on a l'impression quand on nous parle des djihadistes, on a l'impression que leur grand crime, c'est surtout de ne pas avoir été écouté la flûte au chanter et pas lu Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Je pense que vraiment, je me demande si vraiment, au-delà d'opposer barbarie et civilisation, je me demande si vraiment la barbarie en tant que telle est quelque chose qui existe. Et c'est pas une manière convenante d'évincer un des aspects, pas forcément de la civilisation, mais de notre culture au sens très large. Parce que par rapport à ce que j'écris, c'est vrai que, alors on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais assez souvent la question de la violence est mise sur le tapis. C'est comme si tout de suite c'était un genre particulier, ça ne pouvait pas faire partie de la littérature. Or, moi j'ai l'impression, à tort et raison, que notre civilisation, notre culture, elle est aussi bâtie sur un certain terreau qui est empreint de violence, qui est empreint d'une certaine forme de barbarie. Et je pense que vouloir se défaire de ça en disant ça c'est de la barbarie, donc c'est pas nous, on ne peut pas s'y reconnaître, c'est évacuer quelque chose qui peut-être nous appartient. Voilà, dans un autre ordre d'idée, je t'ai amené un livre alors complètement différent. Ce que j'ai choisi d'amener, en fait, c'est un des livres avec lequel, entre guillemets, je suis rentré en littérature, Des souris et des hommes de Steinbeck. C'est un de mes premiers livres d'adulte. Quand j'étais gamin, bon, peut-être pas toi parce que tu es un petit peu plus jeune, mais on lisait la Bibliothèque rose, la Bibliothèque verte. Moi, j'ai lu tous les Penzi. Bravo. Alors, oui, moi, je les avais tous et je regrette de ne pas les avoir gardés pour mes enfants maintenant. Et ça, c'était un de mes premiers. Enfin, il y en a eu deux. Il y a aussi le parfum de Susskind, mais disons, c'est les deux livres que j'ai lus en premier. Et c'est un livre, voilà, dont la lecture m'a énormément touché. Alors, c'est vraiment
un univers qui est complètement, totalement, absolument éloigné de ce que j'écris, en tout cas actuellement. Et les livres que j'ai écrits jusqu'à maintenant, il s'agit beaucoup d'amitié. Hein, oui, d'amitié même au sens presque ancien, de fratrie, voilà, de rituel. Ouais. Confrérie. Ouais. Et donc, ça traite de ça entre deux hommes, un grand costaud qui est légèrement attardé mentalement, et puis un jeune qui est très malin, etc. Et puis, c'est des hommes qui vont de ranch en ranch, c'est des manœuvres, et puis ils aident aux récoltes. Et c'est une histoire qui est fondamentalement tragique, et qui, dont la lecture m'a beaucoup touché. C'est un livre que je relis régulièrement et dont, entre guillemets, j'inflige la lecture à mes élèves quand ils sont en âge de lire ça. Mais tu fais bien, parce que c'est un livre que j'ai jamais lu. C'est un livre que j'ai toujours voulu lire. Et Steinbeck est un auteur d'ailleurs que je caresse de lire depuis toujours. Et je sais pas pourquoi. Il y a des auteurs comme ça desquels je passe à côté. Je suis passé à côté de Shakespeare pendant 26 ans, donc visiblement, voilà, c'est des choses comme ça. Il y a toujours quelqu'un ou quelque chose à lire. Mais disons là, ce que je trouve qui est vraiment magnifique, il y a quelque chose de très dense, de très minimal. Voilà, c'est vraiment un très beau livre que je t'offre. Merci. Merci Florian d'être venu ici au Café de l'Aigle à Carouge, où tu vas, je crois, régulièrement. Qui est dans mon quartier en tout cas. Ouais. En tout cas, c'est une bonne gueule. Oui. Malheureusement, ouais, ça signe un peu la fin de l'émission, c'est l'horreur. On va prendre. C'est trop exigeant. Vous préférez les émissions de layette et de sorcellerie.